Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. En effet, table ronde qui va pouvoir, avec nos différents intervenants, être dans l'expression des témoignages avec des acteurs de terrain qui vont réfléchir et échanger également avec vous sur cette notion d'agriculture, d'alimentation et de territoire. Pour ce faire, merci de venir nous rejoindre et de venir prendre place. Monsieur Guillaume Chamoulot, Philippe Babodou, Émilie Chabot et Madame Nathalie Corrade. Merci de venir nous rejoindre, mesdames et messieurs. Bien évidemment, dans le cadre de cette table ronde, vous pourrez échanger, les questionner, échanger avec eux, faire part de vos témoignages et de vos réflexions, après qu'ils se soient exprimés donc, sur cette thématique, avec finalement ces trois piliers, territoire, alimentation et agriculture. Et nous allons commencer avec vous, Nathalie Corrade. Vous êtes économiste, enseignante, chercheuse à Bordeaux Sciences Agro. Vous êtes impliquée dans des programmes de recherche nationaux sur l'alimentation et avec notamment une approche croisée à la fois territoriale, filière agricole et alimentaire. Et cette approche territoriale, vous y travaillez depuis combien de temps ? Alors sur ces questions-là, alors sur le territoire, en fait, depuis, j'ai fait une thèse Oui. en économie territoriale et sur ces questions d'agriculture et de reterritorialisation de l'agriculture et de l'alimentation. Ça fait maintenant depuis 2012. En fait, j'ai été sollicitée par des chambres d'agriculture pour travailler sur ces questions-là. Et puis après, ben, voilà, les choses se sont accélérées au fur et à mesure du temps. Donc 2012, c'est-à-dire 7 ans, 8 ans bientôt. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant, on n'intégrait pas cette notion de territoire dans les études et les réflexions que vous meniez. Alors, pour la petite histoire, quand je suis arrivée à Bordeaux Sciences Agro, il y a déjà 25 ans, j'avais proposé un programme de recherche sur agriculture et développement territorial. Et je ne vous cache pas que, y compris dans mon propre établissement à l'époque, on m'a dit « mais pourquoi cette question-là, l'agriculture naturellement est ancrée au territoire et naturellement l'agriculture participe au développement territorial ?» Et du coup, mon programme n'est pas passé. Et j'ai bifurqué sur d'autres questionnements. Et puis après, j'ai travaillé sur la viticulture et le développement territorial. Donc, ce qui montre qu'effectivement, il y avait un implicite de toute façon pendant très longtemps que agriculture et territoire, c'était relié. Voilà. Et ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, puisque là maintenant, on travaille dessus, on réfléchit à comment reterritorialiser l'agriculture. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que toute activité économique, et l'agriculture est une activité économique, à partir du moment où elle est localisée à un endroit, on peut faire hypothèse qu'elle a donc des impacts sur l'endroit où elle est localisée, économiques, sociaux, éventuellement aujourd'hui évidemment environnementaux, mais ça ne veut pas dire qu'elle est ancrée au territoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre localisation d'une activité économique, en l'occurrence l'agriculture, elle est présente là et donc elle apporte éventuellement ou pas, elle retire parfois aussi des choses au territoire, et son ancrage au territoire. Ce sont deux notions différentes. Être localisé et ancré au territoire, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on est sur un mouvement de fond sur cette notion d'alimentation, territorialisation et agriculture ? Oui, moi je crois que oui. Enfin, Oui. En tout cas, c'est même pas une croyance, puisque moi, quand j'ai commencé en 2012, qu'on est venu effectivement nous solliciter à Bordeaux Sciences Agro, voilà, on a commencé un petit peu. Et puis aujourd'hui, voilà, moi je suis responsable d'une formation d'ingénieur qui travaillent sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, les territoires, les chambres d'agriculture, les organismes de développement de l'agriculture biologique, etc., viennent nous chercher pour travailler dessus. Et je ne vous cache pas qu'on refuse des projets aujourd'hui. Voilà. Alors, vos réflexions débouchent sur quoi finalement, Nathalie Corrade ? Qu'en est-il exactement dans les grandes lignes ? Vous avez combien de temps ? En fait, il y a plein de choses qu'on ramène. Hein. Il y a plein de choses qui ont été dites depuis hier, puisque j'étais là aussi hier. Hein. J'ai entendu plein de mots qui sont très, très importants. C'est que, ce qu'on observe, c'est qu'on est effectivement dans un changement de modèle. Voilà. Et le changement, c'est pas quelque chose de très facile. Donc hier, il y avait effectivement la conférence de Marc Dufumier qui expliquait, qui a eu cette vocation de nous expliquer l'effet système, c'est-à-dire on est dans un système et ce système il est hyper complexe et on ne part pas de rien, on ne va pas faire le changement ex nihilo. Ça serait génial hein, si on efface tout, on recommence quoi. Ça serait génial, ça se passe pas comme ça. Donc en fait déjà un des éléments qu'on peut ramener, c'est que effectivement, le changement, c'est quelque chose de complexe,
ça va prendre du temps, et du coup, il y a des mots qui sont super importants et que nous, on observe dans les travaux que l'on conduit, c'est le passage nécessaire et exigé de l'expérimentation. Et j'écoutais le petit film là, de tout à l'heure, était super intéressant, parce qu'il y a des mots, voilà, et Geneviève Barra aussi a utilisé ce mot, c'est le droit à l'échec. D'accord ? Donc, on est dans un changement de modèle, et ce changement de modèle, il va exiger effectivement d'expérimenter des choses. Et il faut laisser le temps de l'expérimentation, et il faut laisser le droit à l'échec. Mais pour laisser le droit à l'échec, alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que très souvent, quand on pose des questions sur les circuits courts, parce que je travaille sur les circuits courts, je travaille sur les projets alimentaires de territoire, on me dit, mais ce truc-là, ça ne marche pas, enfin, ça marche, vous êtes sûr, ça marche, dites-nous si ça marche ou pas. Voilà. Et si on me pose la question, c'est parce qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, on voit qu'il y a beaucoup de réussites, mais un seul échec peut suffire à dire que ça ne marche pas. Voilà. Et c'est ça qui est très compliqué. Et du coup, effectivement, quand on essaie autre chose, eh ben, on peut se planter. Et moi, je pense que, et ce qu'on ramène dans les projets que l'on conduit, c'est qu'il y a une nécessité à accompagner cette expérimentation. Il y a une nécessité à accompagner aussi l'échec. Et quand, je crois, Geneviève Barra parlait effectivement, par exemple, du système bancaire, qui est effectivement frileux, parce que lui, derrière, ce qu'il attend, c'est du retour de son accompagnement, de la rentabilité. Oui, mais si on ne pense que comme ça, et si on continue encore à penser comme ça, alors on ne laissera pas le temps à l'expérimentation. Parce qu'on ne va aider que des projets dont on est sûr qu'ils vont réussir, alors que finalement, les projets qu'on doit aider, c'est les projets qui sont peut-être ceux qui, justement, on a peut-être des doutes. Est-ce que la complexité ne vient pas du fait, et on le voyait justement dans le film, que ça implique, et vous l'avez dit, une transversalité importante sur un territoire, que ça met en place de nombreux acteurs qui ne sont pas forcément issus du même milieu, qui n'ont pas l'habitude d'échanger ensemble. Ça, c'est une complexité, il va falloir les faire travailler ensemble, les faire avancer dans le même sens ensemble, et c'est ça qui peut prendre du temps. Oui, parce que c'est pas ça qu'on leur a appris à faire. Enfin, voilà, si on revient sur l'histoire, et donc le modèle de développement agricole tel qu'il est aujourd'hui, il est issu d'une histoire. Voilà. Il faut qu'il y ait de la profondeur historique, il faut qu'on comprenne d'où ça vient tout ça. Et de ce d'où ça vient, c'est quand même toute une histoire qui a fait qu'on a, à juste titre, moi je ne veux pas condamner ce que l'on a fait dans les années 60, parce qu'il y avait une urgence, c'était alimenter, à l'époque, nourrir. Alimenter, assurer la sécurité alimentaire. Mais la sécurité alimentaire à l'époque, c'était faire manger à sa faim, et donc produire de la quantité. Et donc on a mis en place un système qui a incité à la production sans trop se préoccuper des impacts que ça pouvait avoir, en garantissant le prix puis le revenu des agriculteurs pour qu'ils n'aient pas de crainte à augmenter leur production et se retrouver du coup avec une offre supérieure à la demande et donc des prix qui chutent. Voilà, pour résumer un peu. Du coup, on les a effectivement ancrés dans un modèle qui fait que ces acteurs, les mangeurs et les producteurs, et toute la chaîne là, tout le long, eh bien, se sont pas franchement rencontrés. Et alors, si on parle des territoires, et des élus des territoires. Moi, pour avoir travaillé longtemps, effectivement, aussi sur des liens entre élus et agriculteurs ou acteurs du monde agricole, ce sont des gens qui ne se sont plus rencontrés, qui n'ont plus discuté. On parlait hier, par exemple, du fait que l'agriculture, pour un certain nombre d'élus, ça n'est pas considéré comme du développement économique. Ça n'est pas considéré comme une activité économique. Et pourquoi ? Parce que, effectivement, eux, dans leurs compétences, ce n'est pas l'agriculture qu'on leur a donnée, puisque la compétence, elle a été donnée à un niveau supérieur qui s'appelle l'Europe. Et du coup, on a, alors je ne sais pas si c'est dépossédé, mais on a enlevé un petit peu cette compétence-là, et on voit sur les territoires des conflits forts, des tensions fortes entre le monde des acteurs du territoire et les élus et le monde agricole. Donc c'est se réapproprier finalement à la fois pour les agriculteurs leur métier, et leur raison d'être, pour les élus également, leur rôle sur les territoires, c'est que tous ces acteurs-là doivent se le réapproprier et les consommateurs se réapproprier aussi leur alimentation et leur choix d'alimentation. Oui. Il faut qu'il y ait une recréation de liens, et c'est en fait les projets alimentaires du territoire, c'est à ça que ça doit servir.
c'est ça que je trouve intéressant dans les projets alimentaires de territoire, c'est que, bon, on voit bien la difficulté qu'il y a. J'étais à un atelier tout à l'heure où la question, effectivement, de comment est-ce qu'on fait venir le mangeur dans la discussion autour du changement en agriculture, mais du changement aussi sur les territoires. Mais pareil aussi, comment faire venir les agriculteurs, parce que des fois, les agriculteurs, eux aussi, ils ont des difficultés à trouver le temps de pouvoir venir dans ces discussions, etc. Bon, ces difficultés-là, il faut à un moment donné les dépasser et il faut, pour ça, encore une fois, il faut accompagner. Et je vois bien qu'il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent jusqu'aux collectivités aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau. C'est la reprise en main par un niveau qui est aujourd'hui un niveau local, qui va du citoyen jusqu'aux élus de ces territoires locaux, la reprise en main de cette question qui est l'agriculture et l'alimentation. Alors, est-ce que c'est certains élus ou est-ce que l'ensemble des élus ont cette conscience, il a été question des médias tout à l'heure, ont cette conscience de l'évolution de la société vis-à-vis de leur alimentation et de l'agriculture qu'ils souhaitent? Est-ce qu'il y a une connaissance, une formation, une compétence? Je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle. Est-ce que tous ont cette compétence-là? Bon, voilà, on a quand même plus de 36 700 communes, etc. Donc je ne sais pas si tous les élus sont sensibilisés à cette question-là, mais je dirais que, et je fais l'hypothèse que non. Pour autant, je pense que ça va venir. Voilà, on est dans c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans du changement, et ce changement, il va effectivement prendre du temps. Hier, dans la discussion qu'il y avait avec, en tout cas la présentation qu'il y avait de Marc Dufumier, effectivement, la temporalité est hyper importante. Est importante. Le changement, ça prend du temps. Voilà, cette expression qui disait le changement, c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, mais en même temps, ça va prendre du temps. Voilà. Alors, on verra quand même à travers les témoignages, notamment de saveurs fermières, que des expériences existent depuis longtemps et qu'elles réussissent. Donc voilà, il y a aussi bien évidemment des témoignages de réussite. Avant ça, je me tourne vers vous, Guillaume Chamoulot. Vous pourrez bien sûr reprendre la parole, Nathalie Corrade. Vous êtes, vous, donc vice-président de la Chambre d'agriculture de la Charente. Vous êtes également agriculteur céréalier. Vous êtes ambassadeur d'Agri Demain. Et on dit sur votre fiche, vous êtes un agriculteur engagé. Alors, ça peut être un peu, chambre d'agriculture, agriculteur engagé, céréalier. Parfois, ça peut faire réagir. Oui. Définissez-vous et définissez peut-être l'agriculture, vous, que vous envisagez pour le futur, Guillaume Chamoulot. C'est difficile de se définir parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que j'étais hier et c'est pas ce que je serai demain. Donc, vous avez changé. Mais c'est permanent. Oui. Effectivement, un des enjeux, quand on parle par le prisme alimentation et du coup, en fait... moi, je trouve qu'en fait, on parle beaucoup d'agriculture, sans toujours le nommer. On nous parle de changement, il faut changer de modèle, etc. J'ai des fois le sentiment qu'on voudrait nous imposer une forme de révolution, et j'aime pas ça, parce qu'une révolution, c'est hyper traumatisant. Donc je préfère parler d'évolution, et à titre personnel, c'est aussi ça, c'est une évolution permanente. Il y a des infos que l'on n'a pas aujourd'hui, que l'on aura demain. Donc c'est comment intégrer tout ce qui nous vient de l'extérieur, les échanges que l'on peut avoir avec d'autres intervenants, et c'est le cas avec les collectivités, avec le citoyen, avec le consommateur. Donc comment on intègre tout ça pour évoluer, du coup, s'adapter, répondre à des demandes qui sont peut-être différentes demain de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc c'est en ça où je suis engagé, parce que j'estime être encore au début de ma carrière, et j'ai un choix, c'est soit subir tout au long de ma carrière et m'engager à la fin, une fois qu'entre guillemets j'ai plus d'enjeux à titre personnel, ou finalement c'est m'engager beaucoup plus rapidement et dire je veux être un acteur tout au long de ma carrière, je ne veux pas subir. Donc c'est en ça où je suis engagé. Donc la Chambre d'agriculture, parce qu'il y a un vrai enjeu de représentation de la profession agricole. Cet enjeu-là, il est porter la voix des agriculteurs auprès de tout un tas de partenaires qui sont pour beaucoup présents dans la salle, mais c'est aussi faire le retour inverse, expliquer aux agriculteurs, à mes collègues des différentes productions, ce qui les attend, vers quoi il faut qu'ils tendent. Et quand ils sont dans leur ferme, des fois, ils sont renfermés, ils sont seuls. Donc il faut pouvoir faire ce passage-là, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir ce retour et ce moment d'interrogation. Alors, on critique souvent les chambres d'agriculture par le rôle qu'elles ont joué justement dans les années 60-70, par les conseils qu'elles ont pu donner en effet aux agriculteurs. Et on vous raille parfois aussi en disant vous n'avez pas su anticiper ou vous n'êtes pas là pour envisager l'avenir. Est-ce que
vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais est-ce que quand même il y a une critique aussi à faire? Mais il y a toujours de la critique à faire. La critique, elle est bonne quand elle est autocritique. On ne peut pas critiquer les autres sans se critiquer soi-même. Donc moi, au contraire, j'essaie d'être exigeant avec moi-même, mais ça implique aussi une exigence envers les autres. Je ne peux pas simplement accepter que les autres soient exigeants envers moi-même. Ça ne peut pas marcher. Donc oui, les chambres d'agriculture, elles ont peut-être fait des erreurs. On en fait tous des erreurs. La question, en fait, c'est d'accepter ses propres responsabilités à tous, en tant que société, collectivement. Quand on pose ce constat-là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la faute des uns par rapport aux autres, c'est une faute collective. Effectivement, comme ça a été dit, sortir de la guerre, problématique, il faut nourrir la population. Donc il faut produire en quantité. On pose ce problème-là aux agriculteurs, ils y ont répondu. Les choses ont glissé petit à petit, on leur dit, bon, il faut faire la quantité, mais en plus, il faut faire qualité. Les années Tout 80, en protégeant l'environnement et en tenant compte des enjeux sociétaux. Il y a eu qualité, je dirais d'abord sanitaire. Aujourd'hui en France, on a quand même une espérance de vie qui est relativement importante. On ne se pose pas la question, déjà on ne se pose pas la question est-ce que j'aurai à manger? Non, on a des repas en quantité. On ne se pose pas la question est-ce que je vais manger va me rendre malade? Globalement, enfin, les scandales sanitaires, même s'il y en a quelques-uns, vous pouvez compter le nombre de morts en France par rapport à la nourriture, c'est quand même infime. C'est plus par les champignons qu'on a ramassés dans les bois sans les connaître, mais ce n'est pas par la nourriture qui est mise sur le marché, qui est faite, je dirais, par la structuration du système, qui pose problème. Donc on a répondu à ça. Aujourd'hui, un nouvel enjeu, qui n'est pas d'aujourd'hui là, mais depuis quelques années, effectivement, l'enjeu environnemental. Donc comment on concilie tout ça avec un autre paramètre qui, moi, me paraît super important et qu'on a peu abordé depuis hier à aujourd'hui, c'est l'aspect économique. On consacre de moins en moins d'argent à son budget alimentaire. Donc on dit aux agriculteurs, vous devez faire quantité, qualité, environnement, mais on vous donnera moins d'argent pour le faire. C'est compliqué. Donc vous devez faire plus, mais avec moins de moyens. Jusqu'à maintenant, l'agriculture y a répondu. On est à un point de rupture. Donc si on veut continuer cette évolution et ce changement-là, il va falloir que collectivement, on fasse évoluer des choses. Il va falloir qu'on accepte de mettre plus de moyens. Si on demande plus d'effets environnementaux qui sont pour l'ensemble de la société, il va falloir accepter de les payer, les rémunérer. Donc ça veut dire rémunérer les agriculteurs pour l'entretien des paysages, des terres, au profit bien souvent d'une population qui est citadine à 75%. C'est ça. On a parlé hier, on parle beaucoup effectivement de la nouvelle PAC qui est en discussion, on parle de dire qu'il faut réorienter les aides PAC. Mais il faut rappeler, ça a été quand même rappelé hier, les aides PAC, elles sont faites pour compenser une chose, c'est qu'aujourd'hui un agriculteur ne vend pas son produit au prix que ça lui coûte. Artificiellement, on fait en sorte que notre alimentation ne coûte pas cher. Et pour compenser, on donne une aide, une subvention aux agriculteurs. C'est ça la PAC aujourd'hui. Donc le budget, les subventions touchées aux agriculteurs, on peut le dire, il faut être à la main d'œuvre, il faut être assis à ça. Moi, je les considère à la production, parce que c'est bien ça, ce n'est pas une question de taille d'exploitation ou autre, c'est fait pour compenser le fait qu'on ne vende pas le produit ce qu'il coûte. Donc, comme le disait Marc Dufumier hier soir, utiliser les subventions PAC pour en faire plutôt un argent rémunérateur du travail des agriculteurs, ça ne compensera pas le fait que les produits seront peut-être plus chers pour les consommateurs? Alors, on a deux façons. Si on veut, moi je pense qu'on ne peut pas intégrer le coût environnemental d'un produit dans son... Enfin, on peut l'intégrer dans le produit, mais c'est presque mentir aux consommateurs. Je trouve qu'il faut qu'on retrouve de la connaissance de ce que l'on fait. Qui sait aujourd'hui combien lui coûte son système de santé? On ne le sait pas. On paye des cotisations sociales, mais réellement, le coût d'aller voir un médecin, en fait, on n'en a aucune idée. C'est extrêmement cher, mais on ne le sait pas. Je ne pense pas qu'il faille glisser avec la même chose sur le système alimentaire. Je pense qu'on doit avoir conscience de ce que vaut les choses. Donc oui, un produit alimentaire de bonne qualité, ça vaut quelque chose. Oui, répondre à un enjeu environnemental, des haies, des infrastructures écologiques, etc., une couverture des sols, ça a aussi un coût. Si on considère que ça rend service à l'ensemble de la société doit le rémunérer. Nathalie Corrade, ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie aussi auprès des consommateurs, auprès du grand public sur cette notion-là de qualité d'alimentation pour aussi une meilleure vie, une meilleure santé. C'est aussi de la pédagogie à faire sur le coût que ça représente? Oui, alors après, je ne sais pas très bien derrière le mot pédagogie ce qu'on peut y mettre, mais dans tous les cas, le système ne peut pas changer si on ne change qu'un bout. Donc, oui. Les agriculteurs peuvent toujours changer.
Si au bout du bout, le consommateur ne change pas, ça va être compliqué quand même. Donc forcément, et c'est pour ça aussi que c'est complexe ce changement-là, c'est parce que le changement, il doit se faire sur l'ensemble du système. Et je dirais même, je rajouterai une couche même, hein, c'est aujourd'hui, il y a des initiatives qui se font par le bas, et c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Mais si en haut, ça ne change pas, ça va être compliqué. C'est-à-dire que le changement, il doit être à la fois horizontal et vertical. Si l'Europe, effectivement, ne change pas un petit peu sa façon d'envisager l'agriculture, ça va être compliqué, quoi. Avec, pour vous, finalement, comment dire, anticiper ou innover dans la réflexion, notamment au sein des structures comme les chambres d'agriculture ou en tant que professionnel de terrain, envisager le futur, ça se passe comment? Vous vous sentez isolé, vous vous sentez épaulé par des chercheurs, par des scientifiques, par des... comment ça se passe pour vous? Aujourd'hui, la vision que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui parle d'agriculture, mais c'est très désordonné. Donc on a besoin de se retrouver des objectifs communs, une connaissance commune, parce qu'il y a une méconnaissance des uns et des autres. Parler d'alimentation et dire aux agriculteurs ce qu'il faut qu'ils fassent sans réellement connaître le métier d'agriculteur, en fait, c'est le risque de proposer des actions qui sont totalement inadaptées aux agriculteurs, donc aucune acceptabilité. J'ai l'impression que c'est un petit peu le schéma dans lequel on est en ce moment. Donc il y a une importance, et c'est indispensable de se reparler aujourd'hui, de faire côtoyer le monde de la recherche, qui des fois est de la recherche fondamentale. J'ai discuté l'autre jour avec un chercheur en neurosciences qui me dit je cherche, j'ai pas de problème pour lever des fonds, je peux trouver des programmes de recherche à 15 millions d'euros, mais en fait je sais pas pourquoi je cherche. Ça n'a pas de concret derrière. Et ce chercheur-là aujourd'hui, il faisait de la recherche sur la mesure des conductivités électriques pour les signaux au niveau humain, et maintenant il fait la même chose au niveau des plantes. Et il a trouvé du concret. Il dit maintenant je suis capable de mesurer sur une plante si elle va bien, si elle va pas bien. C'est ça qu'on a besoin en fait, c'est de concret, de se parler pour mettre des choses en pratique. On a besoin de mise en route. Après, comme vous l'avez dit, pour faire ce changement, il faut un contexte. On n'a pas la marge de manœuvre pour prendre du risque aujourd'hui. On a parlé de l'aspect financier, l'aspect de l'échec. Aujourd'hui, un agriculteur, on lui demande de changer, mais il n'a pas la possibilité de se mettre en risque, parce que si jamais il échouera tout seul et il ne sera plus là demain. Donc c'est comment collectivement on accompagne ce changement pour que le risque individuel que va prendre chaque agriculteur, chaque entreprise agricole, il soit acceptable. Ça, c'est un des travaux qu'au niveau chambre d'agriculture, on va forcément chercher à mener, parce qu'on est là pour représenter toutes les agricultures, et on ne parle même pas des différents modèles. En fait, ce n'est pas la question, puisque demain, je pense qu'il y aura différents modèles qui vont coexister. Le vrai enjeu, c'est comment réduire notre impact de façon générale. Donc travaillons à avoir des impacts qui se réduisent collectivement, et comment collectivement on accompagne l'individu à passer à l'acte. Quand on pense au monde de l'industrie, il y a les grandes entreprises du CAC 40, il y a les entreprises intermédiaires, il y a les petites entreprises, il y a l'artisanat. Tout ça, ça fait partie du monde entrepreneurial. Quand on parle de l'agriculteur, un agriculteur, il est identique à son voisin, alors qu'il y a différentes formes d'agriculture. Et ça aussi, le grand public, on a le sentiment qu'il mélange tout et que pour lui, c'est un seul et même personnage. Est-ce que là aussi, il y a nécessité de montrer les différents axes de travail? Oui, et en fait, un agriculteur, il n'y en a pas deux pareils. Et oui. Et c'est l'enjeu de mon engagement AgriDemain. AgriDemain, c'est une démarche pour que chaque agriculteur témoigne de ce qu'il fait chez lui. Parce que le citoyen, je ne sais pas qui dans la salle est allé visiter une ferme les 6 derniers mois, mais il n'y en a peut-être pas tant que ça, qui connaît les différents modèles de production agricole. Donc, il faut que le citoyen s'intéresse aux agriculteurs et que l'agriculteur lui permette de s'ouvrir et de se renseigner. C'est les deux axes. Notre agriculture est super diversifiée, ce qui est une force parce qu'en même temps, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Et l'exemple de l'industrie, il est bon. Il y a des gros, un secteur, il est segmenté. L'agriculture, c'est la même chose. On parle beaucoup de circuits courts, de bio, de local, etc. Mais il y a aussi du circuit beaucoup plus long, du circuit de transformation. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas dire demain ce sera tout bio, demain ce sera tout local, demain ce sera tout ça. Non, on aura toujours un tout. Par contre, que l'on fasse évoluer la part que chacun représente, oui. Mais il faut être en conscience de jusqu'où ça peut aller. On continuera à avoir des gens qui iront acheter en supermarché demain. On peut peut-être travailler sur les produits proposés qu'ils soient différents.
il y aura du circuit court parce que certains auront les moyens d'y aller. Il y aura du bio parce que certains aussi là, financièrement pourront aussi. Voilà, il y aura une diversité, pas la même qu'aujourd'hui, mais il faut l'accompagner. Il faut pas être dans le fantasme. Des fois, j'ai cette impression-là qu'on voudrait aller vers un idéal, mais il y a bien une réalité entre les deux, quoi. Le fantasme de la naturalité ou... Ça peut être ça, le fantasme de la naturalité, le fantasme de quelque chose qui soit super bien. Après, je trouve qu'on passe beaucoup de temps à se faire peur aussi. Moi, quand j'ai écouté hier soir, etc., on mange super bien en France. Il faut savoir se le redire aussi. Donc, la question elle est plutôt, des fois, quand on mange, d'où vient ce que je consomme? Ah mince, ça vient pas de France. Bon, si déjà je commençais par consommer français, parce que s'imposer des règles de production françaises aux agriculteurs français, si c'est pour pas les consommer, ça peut poser question. Voilà, on a déjà une qualité qui est tout à fait intéressante. Quand on regarde des classements sur la performance environnementale de l'agriculture, on sort 2e au niveau mondial. Sauf qu'on se met un petit peu la tête à l'envers pour se dire c'est pas bien ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des évolutions et du mieux à faire. On peut toujours évoluer et au contraire, on a un gros travail. Je vois, on parle de transition agroécologique, ça c'est quelque chose que je partage tout à fait. La notion de couverture des sols, le principal problème c'est la fertilité des sols. Donc on a un très gros travail à faire là-dessus. C'est un enjeu carbone, donc là aussi on peut rendre service à la population, ça peut peut-être se monétiser. Enfin, ça c'est un vrai enjeu. Voilà, c'est l'agronomie, retrouver une efficacité, une résilience sur chaque exploitation, c'est un enjeu énorme. Après, il ne faut pas non plus être catastrophiste envers soi-même. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure façon d'avancer. Hier soir, il était question maintenant d'agriculture savante, de nouvelles façons de travailler. Ça veut dire qu'il faut des agriculteurs qui soient formés, qui aient aussi des compétences, donc entre guillemets, savantes. Est-ce que la formation, alors je me tourne vers vous Nathalie, mais on verra ensuite avec nos témoins, est-ce que la formation, les lycées agricoles tout simplement, est-ce qu'ils ont évolué aussi en ce sens, dans cette perspective d'avenir que sera l'agriculture de demain? En ce qui me concerne, moi, on forme peu d'agriculteurs, même si aujourd'hui des jeunes qui sortent d'écoles d'ingénieurs s'installent. Mais dans les lycées agricoles, je connais un petit peu moins dans les lycées agricoles, mais oui, bien sûr que les lycées agricoles sont en train de mettre en place, ont mis en place des modules de formation sur l'agriculture biologique, sur l'agriculture raisonnée, etc. Donc bien sûr qu'il y a eu du changement aussi. Mais là aussi, bon, c'est un petit peu plus long que ce que l'on voudrait, quoi. Donc oui, bien sûr qu'eux aussi sont en changement par rapport à ça. Sur cette multi-agriculture qui va continuer d'exister, est-ce qu'on la retrouvera aussi territoire par territoire? Oui, j'imagine bien sûr que sur les territoires, en tous les cas aujourd'hui, on n'a pas qu'un seul modèle agricole, quoi. Et du coup, que la coexistence, et d'ailleurs la coexistence parfois est un peu difficile. Voilà, entre de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture biologique, bon, on sait bien que parfois la cohabitation est difficile. Donc oui, sur les territoires, on voit bien qu'il y a encore, il y aura et pendant longtemps de la coexistence. Bon, il faut l'accepter, il faut l'accompagner. Bon, pour autant, je reste quand même sur l'idée que j'entends ce qui a été dit. Je voulais réagir un peu à ce qui a été dit. C'est que j'entends l'idée que oui, quand on regarde les autres, on n'est pas mauvais environnementalement. Oui, quand on regarde les autres, on n'est pas mauvais en matière de qualité sanitaire des aliments.